Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint notre troisième webinaire IMI Hydronique. Je suis Antoine Jauvert et je suis chargé du support technique et de la formation de nos clients en France. Et je serai à vos côtés aujourd'hui pour faciliter l'organisation de ce webinaire. Nous l'avons débuté à 11 h et on le conclurons donc à midi afin de respecter vos différents emplois du temps. Il est enregistré et vous pourrez le retrouver prochainement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube en replay. Avant de commencer, quelques questions d'ordre pratique. Nous maintenons vos micros inactifs afin de pouvoir présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions durant la présentation, ils sont bienvenus et vous pouvez les taper dans la fenêtre questions qui se trouve à la droite de votre écran. La présentation durera une cinquantaine de minutes et sera suivie d'une session questions-réponses d'une dizaine de minutes. Vous serez invité à participer à des sondages tout au long de la présentation. Pour pouvoir y répondre, merci de basculer en mode fenêtre. Vous pourrez basculer entre les deux modes, mode plein écran et mode fenêtre, tout au long de la présentation via le bouton prévu à cet effet. Nous avons donc débuté le 28 mai une série de 6 modules portant sur les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale dans la construction des bâtiments. Le 28 mai, le premier module portait sur la conception hydraulique et son impact sur la consommation énergétique. Le replay de ce webinaire est disponible sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube également. Le 18 juin, nous avions discuté des différents modes de régulation des unités terminales et nous avions notamment comparé la régulation modulante à la régulation tout ou rien. Aujourd'hui, dans ce troisième module, nous parlerons de l'ajustement des faibles débits dans une installation et la gestion d'un débit minimal. Puis, nous nous donnons de nouveau rendez-vous le 24 septembre pour décrire les différentes solutions en changeover, donc pour distribuer à la fois du chaud et du froid dans une installation. Ensuite, le 29 octobre, pour vous présenter comment réaliser un équilibrage hydraulique optimal en résidentiel collectif. Et enfin, le 26 novembre, nous verrons la communication digitale au service de l'optimisation hydraulique. Pour rappel ou pour ceux qui l'ignorent, le groupe IMI Hydronique fabrique et commercialise des produits et des solutions qui sont innovantes au service de l'ingénierie hydraulique à travers 3 marques. IMI Pneumatex pour le maintien de la pression dans une installation et la préservation de la qualité de l'eau, IMI TA pour l'équilibrage et la régulation hydraulique et IMI AMIR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Avant de poursuivre et de rentrer dans le vif du sujet avec Eric Bernadou, qui est responsable projet chez IMI Hydronique, je voulais vous inviter à participer à un petit quiz. Le voici. Depuis les années 1970 à nos jours, vous diriez que les déperditions des bâtiments ont été divisées par 2, 3, 4 ou 6. Je vous laisse quelques instants pour répondre. N'oubliez pas de passer en mode fenêtre pour pouvoir bien répondre au quiz. Merci pour vos réponses. Je vais les partager. Voilà, donc vos réponses sont diverses et variées. On voit une majorité quand même pour la division par 4 des déperditions. Donc en effet, en 50 ans, on a beaucoup diminué les déperditions des bâtiments, notamment grâce à l'amélioration des techniques en isolation thermique. Et on va voir avec Eric quel impact ça a également sur notre métier de chauffagiste
Voilà, donc je vais maintenant céder la parole à Eric pour la suite de la présentation. Merci bien Antoine. Bonjour à tous. Donc on va démarrer ce webinaire, le numéro 3, consacré ce thème de particulier, l'ajustement des faibles débits et gestion du débit minimal qui est directement lié à l'évolution de nos installations et à des nouvelles contraintes. Donc on verra une introduction, on va d'ailleurs répondre à ce petit quiz. Ensuite, on regardera la problématique de ces faibles débits au niveau des chaudières, au niveau des groupes de froid, au niveau des pompes, également au niveau de la distribution de l'installation. Bien sûr, les solutions hydrauliques qui sont à notre disposition aujourd'hui pour garantir ce débit minimal et également comment est-ce que l'on va pouvoir contrôler ces faibles débits. Puisqu'on a cette contrainte, encore faut-il que l'on mette en place la technologie et qu'il y ait une mise au point d'installation permettant de faire ce contrôle de ces petits débits. Donc, on va regarder cet élément-là. Et puis, tout au long de cette présentation, également des points concernant les méthodes de réglage, comment est-ce qu'on va dimensionner, comment est-ce qu'on va régler l'installation. De nouveau, extrêmement important quand on fait une conception d'installation, de s'assurer que cette installation puisse être mise au point correctement. Et j'insiste sur le fait qu'on a de très belles sociétés de mise au point en France. Encore faut-il donner les moyens pour que le metteur au point puisse faire ses réglages d'installation. Et ensuite, une conclusion avec questions-réponses à la fin de cette présentation. Alors, en introduction, d'abord, notre métier de thermicien, eh c'est de faire des échanges thermiques à travers tout le bâtiment. On a divers échangeurs que l'on utilise pour transférer l'énergie d'un fluide à l'air ou d'un fluide sur un autre fluide. Le plus gros des échangeurs que l'on a, finalement, c'est le bâtiment lui-même. On a des déperditions, donc on a des chutes de température si on est en hiver entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est un gros échangeur, finalement, un bâtiment. Et puis, on va compenser ces déperditions en mettant des échangeurs, que ce soit des radiateurs, planchers chauffants, des centrales de traitement d'air, pour transférer de l'énergie et maintenir les températures correctes dans les bâtiments. Donc, ça, c'est notre métier de thermicien. Et pour faire ça, on manipule en permanence, tout au long de l'installation, autour de l'installation, on manipule la relation entre la puissance qui est liée au débit et au delta T. Donc, en fonction de la puissance que je souhaite avoir et du delta T que j'ai déterminé, j'ai un certain débit. Donc ici, le débit, directement lié bien sûr à cette puissance delta T, on va considérer deux choses. D'abord, la puissance nominale, la puissance à 100%. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on doit considérer. Si je suis à débit variable, je dois considérer également ma puissance qui va être variable et donc mon débit qui va être variable et savoir comment je vais gérer cette variation de débit. Alors, pour répondre au quiz qui avait été donné par Antoine, quand on regarde, évidemment, les déperditions des bâtiments ont chuté grandement depuis les années 70. Là, on prend un extrait d'un document du Grenelle de l'environnement et c'est une très bonne nouvelle. On fait chuter, les isolations sont bien sûr de meilleure qualité et on fait chuter les déperditions des bâtiments. On peut dire que ça a été divisé quand on regarde le coefficient UBAT, anciennement pour les plus anciens, le coefficient G, a été divisé par 4. Donc, grande majorité, vous avez raison dans vos réponses. Ici, donc, les puissances, ici en chauffage, sont de plus en plus faibles. Donc, ça, c'est un élément à considérer dans les débits. Ensuite, les delta T. Alors, le delta T, c'est intéressant. Le delta T, si je prends le cas du chauffage, on peut regarder également en froid, mais quand on regarde dans le chauffage, on travaille toujours souvent avec un delta T de 20 degrés, 80-60. Il y a quelques années de ça, c'était du 90-70. Donc, les températures de départ ont tendance à chuter. Et le delta T, des delta T 80-60, ici je prends un autre exemple, du 70-45 par exemple, ce qui fait un delta T de 25, un delta T un petit peu plus important. On peut regarder déjà en termes de comportement thermique de l'échangeur, la courbe rouge, la courbe bleue, on voit que c'est un comportement qui est relativement équivalent pour des delta T qui sont voisins, entre delta T de 20 et delta T de 25 ici. Si on devait prendre un delta T plus petit, un delta T de 10 par exemple, on verrait que cette caractéristique a tendance à devenir beaucoup plus pentue à l'origine et puis ensuite s'aplatir ici quand on arrive sur le haut à 100% de puissance. Alors ça, il faut en déduire l'implication sur l'installation. Si j'ai une origine ici qui est beaucoup plus pentue, ça veut dire que dès que je commence à envoyer du débit dans ma batterie, ouf, j'ai toute la puissance. Donc j'ai un système qui est plus difficile à contrôler. Là, il faudra faire attention au contrôle. Par contre, avantage, j'ai quelque chose de très plat, donc finalement peu sensible au réglage de débit, à la qualité, à la précision à laquelle je vais régler mes débits d'installation. À l'inverse,
quand je prends un delta T plus grand et que j'ai tendance à linéariser ce système, eh bien, j'ai un système qui est plus facile à contrôler, mais je suis plus sensible sur ma qualité d'équilibrage pour la qualité de réglage des débits. Des pourcentages d'écart vont faire des chutes de puissance plus importantes dans mon installation. Donc, vous voyez, c'est toujours, évidemment, regarder ces éléments. Et maintenant, quand on regarde puissance égale débit fois delta T, bien sûr, si je prends un delta T plus important, d'abord, mes surfaces de chauffe devront être plus importantes, mes échangeurs plus importants de mon installation, et mes débits seront plus petits. Donc, c'est toujours un compromis, un équilibre. Et finalement, chaque installation devrait avoir son propre delta T le plus optimal possible pour optimiser entre ces surfaces de chauffe et ce débit qu'on va utiliser sur l'installation. Et qui dit débit, bien sûr, dit diamètre de tuyauterie, diamètre de vanne, les pompes qu'on va installer sur l'installation. Donc, c'est toujours ce compromis économique, investissement sur l'installation. Ça, c'est pour la puissance nominale, donc qui a tendance à chuter en chauffage, et puis le delta T nominal. Mais comme je le disais tout à l'heure, les puissances nominales, on va les avoir que quelques jours dans l'année, le 100% de puissance. Tout le reste de l'année, on va travailler en charge intermédiaire. Et si on regarde ici pour le chauffage, et on a pris en région parisienne, eh bien, on peut constater que pendant la majorité du temps de fonctionnement d'une installation en chauffage, eh bien, on va travailler à 50% de puissance, voire en dessous de 50% de puissance. Et ici, eh bien, ça représente 85% du temps de fonctionnement de l'installation. Pendant 85% du temps, eh bien, je serai à 50% de puissance ou en dessous de 50% de puissance. Et si je regarde sur une installation de climatisation, toujours en région parisienne ici, eh bien, on peut voir que pendant 73% du temps, ici, mettons 70%, 2 tiers du temps, on va travailler à 50% de puissance, voire en dessous. Donc, la majorité du temps de fonctionnement de l'installation, eh bien, c'est en dessous de 50% de puissance. OK. Donc, quelle est maintenant la conséquence, puisqu'on est en train de parler des débits, quelle est la conséquence sur les débits de l'installation? Et si on reprend ces graphes ici, donc je reprends 50% de la puissance, en chauffage 85% du temps, en froid 72%, et bien 50% de puissance, quand on regarde la courbe d'émission d'un échangeur, et vous retrouverez à peu près toujours cette courbe d'émission, quel que soit le type d'échangeur. Bien sûr, ça va dépendre de vos régimes de température, mais avec des delta T comme on le prend actuel, généralement en froid et en chaud, vous aurez cette caractéristique d'échangeur. Eh bien, 50% de puissance, en fait, ça ne représente que 20% du débit. Ça veut dire que dans la majorité du temps de fonctionnement de l'installation, je vais travailler avec un débit qui sera de l'ordre de 20%, voire en dessous de 20% sur mon installation. Alors, on peut regarder également, eh bien, quel est l'impact sur les pertes de charge de l'installation. On calcule, vous savez, les pertes de charge de l'installation, les hauteurs magnétriques de pompe, les pertes de charge de tuyauterie pour 100% du débit. Et on a un diamètre de tuyauterie et des pertes de charge. Maintenant, si au lieu d'avoir 100%, j'ai 20% du débit, eh bien, ça veut dire que mon débit est divisé par 5. Les pertes de charge évoluent au carré du débit. Eh bien, si mon débit était divisé par 5, ça veut dire que mes pertes de charge ont été divisées par 25. Et donc, dans ma tuyauterie, au lieu d'avoir 100%, eh bien, j'ai plus que 4% de perte de charge. J'ai quasiment plus de perte de charge. Je peux dire que je n'ai plus de perte de charge dans mon installation quand je suis à 20% de débit, c'est-à-dire à 50% de puissance, et donc la majorité du temps de fonctionnement de l'installation. Je vais devoir gérer ça, le fait que mes pertes de charge ont disparu, et donc je vais avoir des variations de pression dans mon installation. Alors, la problématique qui va être liée à ces faibles débits de l'installation, on va la trouver à divers endroits. Ici, on a une représentation de ce qu'est une installation finalement, que ce soit en chauffage ou en climatisation ou en froid. Eh bien, on a une partie production avec des chaudières ou des groupes de froid, une partie distribution, une partie émission. Au niveau de la production, eh bien, on va devoir s'assurer que l'on respecte bien le débit minimal pour les chaudières ou pour les groupes de froid. Donc ça, c'est une des contraintes, puisqu'on va travailler des petits débits, encore faut-il qu'on ne soit pas en dessous du débit acceptable au niveau des chaudières et de froid. Même chose pour les pompes. Même si les pompes ont évolué du point de vue technologique, on travaille maintenant quasiment qu'avec des pompes à vitesse variable, donc il y a eu des évolutions. Il n'empêche qu'il va falloir s'assurer, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de travailler en dessous du débit minimal acceptable pour la pompe. Au niveau de la tuyauterie, on a vu forte variation de perte de charge. Également, déperdition de la tuyauterie, chute de température de la tuyauterie, les phénomènes d'encrassement. Vitesse plus faible, ça veut dire
capacité d'accumuler les particules de façon plus facile tout au long de la tuyauterie. Création de poches d'air. Je l'ai signalé en introduction, les vannes de régulation, est-ce qu'elles vont être capables de régler ces faibles débits? Je veux travailler en débit variable modulant. Je dois travailler donc avec des débits, on l'a vu, autour de 20% pour 50% de la puissance. Est-ce que les vannes que je mets en place vont avoir cette capacité? L'autorité de la vanne, la caractéristique, sa rangeabilité, on va en reparler. Et puis également ici, les vannes d'équilibrage, l'équilibrage de l'installation. Est-ce que je suis à même de régler ces petits débits? Est-ce que j'ai bien sélectionné la vanne? Est-ce que la vanne a des KV permettant d'atteindre ces petits débits, de les régler correctement sans avoir des vannes complètement serrées? On compare souvent des vannes, on dit tiens, il y a cette vanne-là d'équilibrage à DN15, voyons chez un autre fabricant la même vanne en DN15. Ouais, mais le diamètre de raccordement de la vanne, c'est pas ce qui reflète la réelle capacité de la vanne à régler correctement le débit. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Et un point plus loin qui est à considérer, c'est également comment est-ce que les vannes vont être réglées. Vous pouvez prendre deux mêmes installations avec deux metteurs au point différents. Eh bien, vous vous apercevrez que suivant la méthode de réglage qu'ils vont avoir utilisée, s'ils ont utilisé une méthode ou pas de méthode, vous aurez des réglages complètement différents. Des vannes qui se retrouvent complètement serrées sur votre installation, créant des pertes de charge, une pompe qui doit tourner au maximum, juste pour vaincre des pertes de charge inutiles parce que le réglage n'a pas été optimisé sur l'installation. Donc ça, c'est tous les éléments qu'il va falloir considérer. Alors, je vais commencer par le... Alors, d'abord, je laisse la main à Antoine par un petit quiz avant d'attaquer la présentation ici. Oui, donc Eric, tu nous as parlé d'un débit minimal pour les pompes. Et à votre avis, vous diriez que ce débit minimal pour les pompes représente 10%, 30% ou 50% du débit nominal? Merci pour vos réponses, je les partage. 10%, 30%. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce débit minimal, Eric? Ok, on va regarder ça. Alors, quand on regarde au niveau des pompes, ici, eh bien, on a besoin d'un débit minimal, pardon. En fait, pardon, hop là, je refais juste un petit retour arrière. Voilà. Et ce débit, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce débit minimal? Tout simplement parce qu'il nous aide au refroidissement du moteur. Donc, il y a des effets calorifiques au niveau du moteur. On va évacuer ces calories par le débit qui traverse la pompe. On va trouver des valeurs au niveau qui sont indiquées par les fabricants de pompes qui souvent sont autour de 15%. En fait, en réalité, ça dépend de la technologie de la pompe et je vais venir juste après. Et vous voyez ici, quand vous regardez des fiches techniques des fabricants de pompes, vous voyez ce genre d'informations, ce que j'ai mis ici en bas du document. C'est un extrait d'une documentation technique d'un fabricant de pompes. Il nous dit, voilà, avertissement, endommagement de la pompe par surchauffe. La pompe ne doit pas tourner plus d'une minute sans eau. L'accumulation d'énergie génère de la chaleur pouvant endommager l'arbre, la roue et la garniture mécanique. Il convient de s'assurer que le débit ne descende pas en dessous du débit volumique minimal CUMIN. Et CUMIN étant défini par le fabricant en fonction des technologies. Alors là, j'utilise des informations qui m'ont été communiquées par les experts de chez Willow. Donc, en fonction des technologies de pompe, eh bien ici, par exemple, si vous avez affaire à une pompe monocellulaire, moteur ventilé, eh bien, on nous indique un débit minimal requis autour de 10%. Voilà, il ne faudra pas descendre en dessous de 10% pour cette technologie de pompe. Si vous avez une pompe ici monocellulaire normalisée, vous savez, avec le moteur, le corps de pompe et puis un arbre de transmission entre les deux, eh bien ici, on est plutôt autour de 30% débit minimal. On a un problème potentiel de vibration mécanique si on devait descendre trop bas en débit. Et donc là, on viendrait endommager la pompe plus fortement. Donc là, ici, on demande à ne pas descendre en dessous de 30% du débit. Et puis également, certaines pompes ici, des nouvelles technologies où on indique que c'est sans contrainte, c'est-à-dire que la pompe par elle-même va gérer. Et si jamais on est à débit zéro, eh bien, elle va gérer cet élément-là, elle va se couper et il va y avoir une intelligence avec une temporisation de réenclenchement
au bout d'un moment de la pompe pour savoir si on est toujours dans une zone de débit qui pourrait l'endommager. Donc là, il y a une intelligence qui a été rajoutée au niveau de la pompe pour gérer ça. Donc suivant les pompes, on va avoir des contraintes qui sont différentes. Il faut toujours quand même faire attention. Là, on a une solution, typiquement solution fabricant, comme on trouve chez tous les fabricants, qui est tournée sur son produit pour protéger le produit. En hydraulique, on doit regarder l'ensemble du comportement de l'installation. D'accord ? Donc, avoir uniquement protégé la pompe, ça veut dire pour autant qu'on a protégé l'ensemble de l'installation. Mais voilà donc une indication des débits minimales au niveau des pompes, souvent autour de 15%, mais suivant les pompes, eh bien, ça pourra changer 10, ici 30, et puis éventuellement sans contrainte. On va retrouver le même genre d'informations sur les groupes de froid. Sur les groupes de froid, quand vous regardez, quand vous discutez avec les spécialistes des groupes de froid, eh bien, généralement, le débit minimal se situe entre 40 et 60% du débit nominal. On demande à ne pas descendre en dessous. Et bien sûr, vous allez trouver certaines technologies où on va se permettre de descendre plus bas. Par exemple, ici, je mets l'exemple avec York, 30%, Tran avec 20%. Également, sur les groupes de froid, et ça c'est un point important, il y a une autre information qui est indiquée, c'est la vitesse de variation du débit. C'est-à-dire qu'on va admettre de varier en débit, mais pas trop vite. Et sur certains groupes, et ça va dépendre de la sophistication, de la qualité de régulation de puissance du groupe, eh bien, par exemple, vous allez trouver une information, ici on dit 2% de variation de débit par minute. Pas plus vite que ça. En fait, c'est très lent. Ça veut dire que là, on a affaire à un groupe, à une machine frigorifique qui accepte des variations, mais attention, il va falloir y aller doucement. Par contre, vous avez d'autres technologies avec des régulations plus sophistiquées où on va admettre 30% de variation de débit par minute. Donc là, c'est quand même plutôt rapide et on a affaire à une régulation qui réagit très bien derrière. On va avoir le même genre d'informations sur les chaudières. Les chaudières, bien sûr, ont grandement évolué. On accepte de travailler à débit variable sur les chaudières, mais pour autant, on a des limites basses, souvent qui vont se retrouver entre 10 et 30%. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, mais ce chiffre-là, entre 10 et 30%, on le retrouve quasiment partout en termes de débit minimal, à ne pas aller en dessous. Quelle que soit la technologie, on est souvent dans cette gamme de débit. Là, c'est pour des raisons de protection du corps de chauffe, pour éviter qu'il y ait des points de surchauffe à certains endroits et des températures différentes à d'autres qui font des contraintes purement mécaniques du corps de chauffe. Et puis également, avoir la capacité d'évacuer les calories. Les chaudières ont des contenances en eau qui sont de plus en plus faibles. Ici, je prends l'exemple d'une chaudière avec une contenance en eau de 24 litres pour 210 kW. 24 litres, c'est pas énorme, hein, c'est une grosse marmite. On imagine, vous posez cette marmite sur votre gazinière, sur votre feu dans la cuisine, vous mettez 1000 watts de puissance, vous les donnez en température relativement rapidement. Si au lieu de 1000 watts de puissance, vous mettez 200 kilowatts de puissance, eh bien, on imagine bien la montée en température qui va être assez violente. Donc, on a besoin d'un débit minimal pour évacuer ces calories et laisser la régulation de la chaudière pouvoir réagir. Et là, même chose, suivant les technologies, suivant les fabricants, on va trouver des informations. Pareil, je prends l'exemple ici de Dietrich, 30% de débit minimal qui est demandé pour cette chaudière. Ici, un autre exemple, c'est Atlantic, avec cette technologie de chaudière, c'est 80% de débit minimal, ça veut dire qu'on n'accepte pas réellement de variation de débit. Donc, de nouveau, des contraintes au niveau des chaudières, de ne pas descendre en dessous d'une certaine valeur au niveau du débit. Je le citais également pour la distribution, pour la tuyauterie. Eh bien, quand on a des particules dans l'eau, quand on a des microbules, si avec les petits débits, qui dit petit débit, dit faible vitesse. On sait que la vitesse dans la tuyauterie est fonction du débit qui passe dedans et du diamètre de la tuyauterie. Donc, si j'ai des petits débits, ça veut dire que j'ai des faibles vitesses de circulation. Faible vitesse, ça veut dire que j'ai une propension à déposer toutes ces particules qui vont être dans l'eau et à dégazer ces microbules et à fabriquer des poches d'air en fait sur mon installation. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de recettes miracles. La seule façon de procéder, et qui est un prérequis à toute installation, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de particules, qu'il n'y ait pas de rentrée d'air dans l'installation. Et un point vraiment incontournable, un prérequis, on devrait même arrêter là cette présentation ou arrêter toute installation si ce prérequis n'est pas respecté, c'est de s'assurer bien sûr qu'il n'y ait pas de rentrée d'air, c'est-à-dire que l'installation
est bien en pression correctement, en tout point. Alors évidemment, on fait des mises en pression, on fait des tests de pression d'épreuve quand on fait une installation et on s'assure qu'il n'y ait pas de fuite. Mais pas de fuite à l'eau, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas perméable à l'air. Et si on a des points d'installation qui se retrouvent en dépression, eh bien, on va avoir des rentrées d'air dans l'installation. Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 de nos installations parce que rentrée d'air, ça veut dire de l'oxygène. Oxygène, ça veut dire corrosion et des encrassements, des boues qui se créent sur l'installation. Et au bout de quelques années, on a mis à mal toute l'installation et la pérennité de l'installation. Donc là, vraiment, c'est un prérequis de s'assurer du bon maintien de pression. Pas de contact avec l'extérieur, donc tout ce qui est évidemment bâche ouverte, etc., ça doit être éliminé de nos installations. On va travailler avec des systèmes fermés. On a des systèmes fermés, on fait une installation pour qu'elle soit complètement fermée, pas en contact avec l'air. Et bien sûr, des qualités de membrane qui font qu'on ne va pas avoir de perméabilité et donc de perte de pression sur l'installation et le dimensionnement. Quand on voit le coût que peut représenter un vase d'expansion au maintien de pression sur une installation, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne doit pas faire de compromis puisque ça va affecter toute la durabilité de l'installation. Ça, c'est en prévention. Et puis après, en protection, eh bien, ça va être le fait de récupérer du mieux possible toutes ces boues et ces particules. Et on va travailler sur des technologies qui sont en ligne et qui vont traiter 100% du débit. On ne va pas bypasser une partie du débit pour la traiter, mais on va prendre 100% du débit. Et on utilise des technologies où on va centrifuger l'eau, on fait ce qu'on appelle cyclonique, c'est-à-dire qu'on centrifuge l'eau, ce qui permet d'éliminer, de séparer les particules solides et ensuite de les récupérer. Et on va les récupérer le plus rapidement possible parce que sinon elles se déposent dans l'installation. Donc ça, c'est pour la partie qualité d'eau. C'est vraiment incontournable à tout bon fonctionnement d'installation dans le temps. Alors maintenant, quelles sont nos solutions? Nos solutions pour soit maintenir un débit constant, soit maintenir un débit minimal sur l'installation. Eh bien, les solutions, en premier lieu, entre la production, groupe de froid, chaudière, et la distribution de l'installation qui va travailler à débit variable, eh bien, on va mettre une interface hydraulique, ce qu'on appelle un découplage hydraulique. Et on va trouver deux types de découplage hydraulique. On va trouver le simple bypass statique, qui est une tuyauterie qu'on va appeler casse-pression différentielle, bouteille casse-pression, bouteille de découplage, bouteille d'équilibre, bouteille de mélange. Au passage, on est le seul pays à appeler ça bouteille. Il n'existe aucun endroit dans le monde où les gens appellent ça bouteille, ils appellent ça un bypass. En France, probablement qu'on a une certaine attirance pour ça, enfin je ne sais pas, mais on appelle ça des bouteilles parce que c'est surdimensionné. Mais, donc divers noms, mais à chaque fois, ce que l'on exprime ici, c'est qu'on va faire un découplage. Et pourquoi on fait un découplage? Tout simplement parce que ce bout de tuyau, finalement, parce que ce n'est qu'un bout de tuyau, quel que soit son dimensionnement, même si je l'ai dimensionné au même diamètre que ma tuyauterie d'alimentation, donc imaginez vous avez ici un DN100 et si vous avez mis un DN100, eh bien, et si le débit total traverse ce bout de tuyau, quelle sera sa perte de charge? Ben, sa perte de charge, une tuyauterie, c'est de l'ordre de 10 mm, 15 mm par mètre de tuyauterie. Si j'ai 2 mètres de tuyauterie, eh bien, je suis en train de parler de 20 mm de perte de charge ou 30 mm de perte de charge. Donc, c'est 2 ou 3 cm de colonne d'eau. Bah, ce n'est pas une grosse pression. Hein. Si vous l'avez sur le bout du doigt, ça ne fait pas une grosse pression. Ça veut dire que ici, ce bout de tuyau, eh bien, il a fait ce découplage hydraulique puisqu'il est sans perte de charge, quasiment pas de perte de charge. Toute la pression différentielle générée par les pompes ici primaires ne peut pas se reporter de l'autre côté. Il n'y a aucune influence. Et toute la pression différentielle secondaire ne peut pas influencer le débit des groupes de froid ou des chaudières parce qu'on a cette séparation hydraulique, ce découplage hydraulique. Et je le répète, même si j'avais mis un simple diamètre, le même diamètre que la tuyauterie d'alimentation, je n'ai pas eu besoin de le surdimensionner pour ça, j'ai fait mon découplage hydraulique. Alors après, est-ce que c'est bouteille de mélange ou pas? En fait, ça ne dépend pas de ça, ça dépend de mes gestions de débit de l'installation. Ça sera mélangeur ou pas suivant ma gestion de débit. Donc ça, c'est le bypass statique. Et quand on le surdimensionne en bouteille et surtout des ballons, par exemple en froid, attention au piquage. Notamment si vous avez un ballon dans le domaine du froid, eh bien généralement, on ne va plus travailler avec un raccordement à 4 piquages sur le ballon, mais on va travailler un raccordement à 3 piquages. Pour ceux que ça intéresse, on pourra échanger là-dessus et on pourra vous faire passer des schémas de raccordement. Et puis également, on peut utiliser un bypass dynamique
où là, dans ce cas, on va mettre une vanne dite de décharge entre l'entrée et la sortie. Dans ce cas-là, je n'ai plus de pompe secondaire. Donc, je vais utiliser les pompes primaires ici, qui doivent être dimensionnées pour la perte de charge primaire, hauteur manométrique primaire, le HP, mais aussi pour la hauteur manométrique secondaire, puisqu'elles vont devoir fournir maintenant la hauteur manométrique nécessaire pour l'ensemble de mon installation, ici le HS. Quel devra être le point de consigne de cette vanne-là? Eh bien, cette vanne-là, elle devra être consignée de façon à dire, quand j'ai besoin du plein débit dans mon installation, donc je fournis cette hauteur manométrique, le HS, je veux que cette vanne-là soit fermée. Maintenant, quand la pression va commencer à augmenter parce que des vannes se ferment sur le réseau, eh bien, cette vanne-là doit s'ouvrir progressivement. Donc, on va mettre son point de consigne au-dessus du HS. Et puis, quand la pression différentielle va augmenter, la vanne va s'ouvrir progressivement et elle sera complètement ouverte dans une bande proportionnelle de 20%. C'est-à-dire que quand vous aurez atteint 20% au-dessus de la pression de consigne, eh bien, la vanne sera ouverte complètement et devra bypasser soit le débit total, mais généralement, ça ne sera pas pour le débit total qu'on va la dimensionner, soit le débit minimal. Et en réalité, elle devra bypasser la différence de débit entre ce que je produis et ce que je consomme sur une installation. Et ça, il faudra le calculer pour dimensionner la vanne, puisque pour le dimensionner correctement, il faudra connaître le débit et il faudra connaître le point de consigne nécessaire pour cette installation. Donc ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire qui est plus sophistiquée et qui sera plus précise, ça sera de mettre une vanne motorisée dans ce bypass. Et on va venir mesurer maintenant le débit et on va venir agir sur cette vanne motorisée pour maintenir le débit minimal que l'on a décidé d'avoir sur les groupes de froid qui pourraient être par exemple de 40% ou 50% ou 30% suivant les groupes de froid. C'est plus sophistiqué, c'est plus coûteux aussi, ça sera plus précis. Attention, hein, attention particulière à la qualité de vanne de régulation que vous mettez ici. Hein. Il faut une vanne qui puisse contrôler progressivement cette ouverture, qui ne s'ouvre pas trop rapidement. Donc, il va falloir faire attention. Ça n'a rien de très sophistiqué, hein, mais attention quand même à la qualité de la vanne de régulation que vous mettez dans le bypass. Donc, ça, c'est l'interface hydraulique avec les bypass. Je vais faire une petite aparté sur, puisqu'on parle de bypass, de découplage hydraulique, sur un élément, un des problèmes principaux que l'on rencontre sur nos installations dès que l'on utilise un bypass. Alors au niveau chaufferie, au niveau des groupes de froid ou en sous-station, eh bien, un des problèmes les plus classiques que l'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle la compatibilité des débits. Et ça, c'est un problème hydraulique extrêmement simple. Imaginez ici, vous avez une installation de froid qui fournit 100% de débit avec de l'eau à 6 degrés. Et puis, pour des raisons diverses, la pompe secondaire ici, au lieu de prendre 100% de débit, elle prend 150% de débit. Elle prend trop de débit, éventuellement parce que derrière, on avait des problèmes d'équilibrage, on avait des problèmes d'alimenter correctement en température certains points de l'installation. Donc, on a commencé à grossir la pompe. Les pompes, on les met au cours maximal. Des fois, on met une deuxième pompe en parallèle, voire une troisième pompe en parallèle, ou on met une pompe plus grosse. Et puis, comme ça, on se dit, bon, ça pousse là-dedans, ça devrait chauffer mieux ou refroidir davantage. Ouais, mais ici, si j'ai une pompe qui prend 150% de débit, je fournis 100 à 6 degrés. Mais comment est-ce qu'elle va prendre 150%? Il y a 50% qui vont revenir par le retour ici. Je vais mélanger de l'eau chaude du retour, je suis en froid, avec de l'eau de départ. Je mélange de l'eau ici qui revient à 11,8 avec de l'eau à 6 pour faire de l'eau ici à 7,9 degrés. Et je n'arrive pas à refroidir correctement. J'ai des problèmes de déshumidification sur certaines centrales parce que je ne fournis pas l'eau à bonne température. Et là, vous avez deux situations. Première situation, vous avez des groupes de froid qui sont surpuissants et une cascade de groupes. Eh bien, ce qui va se passer dans cette installation, tout simplement, on va aller chercher un groupe de froid supplémentaire, non pas parce qu'on a besoin de puissance, mais simplement parce qu'on n'arrive pas à avoir la bonne température. Donc, on va chercher un groupe de froid supplémentaire là où ce n'était pas nécessaire. Donc, on enclenche de la puissance là où ce n'est pas nécessaire. Et finalement, comme on a de la surpuissance, on va obtenir nos 6 degrés et tout le monde est relativement satisfait. On dit, ben, ça marche, cette installation, ça marche. Alors qu'en fait, on est en train de faire tourner des groupes de froid qui n'ont pas utilité ou des chaudières qui n'ont pas de raison d'être à ce moment-là de fonctionnement de l'installation. Ou alors, eh bien, on n'a pas une surpuissance suffisante
Et on a toujours ces problèmes-là. Et là, vous savez, il y a des réunions de chantier, etc. On essaie de comprendre. Et puis, il y en a un qui dit peut-être que la pompe n'est pas assez grosse. Ouais, ça fait quand même. La pompe, elle pousse un maximum là-dessus. Oui, c'est vrai, elle paraît très grosse. Mais pourtant, on n'a pas la température. Et j'ai mes groupes qui sont enclenchés. Ben, probablement que les groupes ne sont pas assez costauds. Et puis, on décide de rajouter un groupe ou de changer un groupe par un groupe plus costaud. Et l'installation, dans ce cas-là, se met à fonctionner. Elle se met à fonctionner non pas parce qu'on a rajouté de la puissance, mais parce qu'avec le groupe plus fort, on a rajouté du débit. Et donc, on rajoute du débit primaire, on a moins de mélange, la température redescend à 6 degrés. Et finalement, on se dit, on a trouvé la solution, c'était bien ça, on manquait de puissance sur cette installation. À quel prix? À quel prix on a solutionné le problème? Au prix d'investir dans un groupe de froid supplémentaire, ce qui est évidemment un énorme investissement par rapport à la problématique ici. Je vais prendre un autre exemple que l'on rencontre également. Vous voyez sur cette installation, la bouteille de décloumage, le bypass, en fait, on l'a étiré et on en fait une boucle de distribution ici. Et cette boucle de distribution, c'est exactement le même comportement. Elle est à perte de charge faible, ça veut dire qu'on a bien fait la séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire, donc c'est le même fonctionnement que précédemment. Imaginez sur cette installation, vous avez vos groupes de froid de nouveau, mais ce sera la même chose avec des chaudières, hein, qui vous fournissent de 100% de débit. Vous les avez réglés correctement, ils ont le bon débit, ils vous fournissent 100% de débit. Et puis, vous avez le premier circuit qui prend 60% au lieu de 50%. Et le deuxième circuit qui prend 60% au lieu de 50%. Ouah, 60% au lieu de 50%, je connais peu de personnes qui crient au scandale, qui se réveillent la nuit pour dire « oulala, ça ne va pas marcher cette installation ». Au contraire, on se dit « bon, c'est un petit peu plus que ce qu'il faudrait, donc c'est pas plus mal ». Oui, mais regardez dans cette installation ce qui va se passer. Quand l'installation se met en pleine demande, ici j'ai mon circuit qui est en pleine demande, il va demander 60% de débit. Je fournis 100 et je prends 60. Il reste combien pour le suivant? Eh bien, il reste 40% pour le suivant, qui demande aussi 60. Mais comment est-ce qu'il peut obtenir 60 si on ne lui envoie que 40? Eh bien, en fait, il va trouver les 20 qui lui manquent sur son propre retour. On va avoir de l'eau de retour qui va remonter dans ce bypass ici, qui va se mélanger avec l'eau de départ, et ma température ici de ce circuit qui s'écroule à certains moments de fonctionnement de l'installation. Il y a des moments où ça marche, et d'autres moments, tout d'un coup, on a des problèmes de fonctionnement de cette partie du bâtiment ou de ce réseau ici, et les gens commencent à se plaindre en se plaignant de leur chauffage, de leur climatisation. Alors, de nouveau, eh bien, on intervient, on essaie de comprendre ce qui se passe sur ce chantier, on envisage diverses solutions. Et puis, il y a quelqu'un qui constate, c'est quand même bizarre, même en touchant la tuyauterie, on se rend compte qu'à des moments, l'eau a tendance à circuler dans le mauvais sens dans ce bypass ici. Pourtant, sur le plan, on avait mis une flèche. Vous savez, on met des flèches sur les plans, l'eau circule dans ce sens-là. Sur la tuyauterie, on met des flèches également. L'eau, le sens de circulation, c'est bien celui-là. Et on se rend compte que l'eau, à des moments, a tendance à vouloir circuler dans l'autre sens. Et là, de nouveau, il y a deux solutions qui sont souvent envisagées. Première solution, si l'eau veut aller dans le mauvais sens, eh bien, on va lui mettre un clapet anti-retour. Et si jamais elle veut remonter dans le mauvais sens, eh bien, le clapet va venir se fermer. Et comme il se ferme, évidemment, elle ne peut pas remonter. Oui, mais attention, si le clapet se ferme, c'est comme si je n'avais pas mis de bypass ici. Et si je n'ai pas de bypass, les pompes primaires sont directement en série avec les pompes secondaires. On a une énorme interactivité. Les vannes de régulation maintenant reçoivent à la fois la hauteur manométrique de la pompe primaire plus la pompe secondaire. On a des gros problèmes de fonctionnement hydraulique quand le clapet se ferme. Donc ça ne va pas aller, on ne va pas mettre un clapet. Alors certains disent, on va mettre une vanne. Et vous voyez souvent sur des vannes, sur les installations, pour ceux qui, vous allez sur les installations, vous voyez des vannes grises, la vanne à soupape, qui est dite vanne de réglage, vanne à soupape ici, qui est installée sur ce tuyau en bout de ligne. Et cette vanne-là, on ne sait pas trop comment la régler, puisqu'il n'y a pas de débit qui a été marqué dessus. Alors, ceux qui font le réglage de l'installation, ils se demandent, qu'est-ce que je fais de cette vanne? Il y en a un qui dit, si tu ne sais pas quoi en faire, tu n'as qu'à la fermer complètement. Ouais, si on la ferme complètement, pourquoi est-ce qu'on a mis le bout de tuyau? Alors, il n'y a qu'à l'ouvrir complètement. Ouais, mais si on l'ouvre complètement, pourquoi est-ce qu'on a mis la vanne? Bon, alors à ce moment-là, mets-la à 50%. Et vous trouvez ces vannes-là qui sont réglées à 50%. On ne sait pas pourquoi. On a même mis des fois un fil de fer pour bloquer le réglage. On veut que personne y touche parce qu'on se dit, oula, si quelqu'un y touche, plus rien va fonctionner sur l'installation. Et la vanne reste là à 50%. En fait, on ne sait pas la régler simplement parce que il n'y a pas de vanne à mettre ici. Il n'y a surtout pas de vanne. C'est un bypass libre, sans perte de charge qu'on veut ici.
Ce qu'il va falloir faire, c'est simplement régler correctement le débit de ce circuit-là, le régler à 50%, voire même en dessous de 50%, légèrement en dessous. Et puis le circuit d'à côté, également 50% en dessous de 50%, si bien que maintenant vous fournissez 100, vous prenez 50, il reste 50 pour le suivant, qui va prendre ce débit, et vous n'avez plus d'inversion de débit dans ces bypass. Donc je voulais faire une petite aparté parce que c'est quand même un des problèmes que l'on va rencontrer très fréquemment. Dès que vous avez un bypass, vous devez savoir quel est le débit qui rentre, quel est le débit que je prends de l'autre côté du bypass. Si on n'a pas ce contrôle, on est sûr qu'on aura des phénomènes de débit parasite et des remélanges et dégradation de la température sur l'installation. Alors également, puisqu'on parle de bypass, on peut parler en sous-station, de bypass qu'on va retrouver en sous-station, et de deux montages différents ici. Et je les ai pris volontairement pour exemple, parce qu'ils seront éventuellement moins courants. Le premier montage ici, dans le cas où on souhaite avoir un changement de régime de température. Et on en avait parlé au webinaire précédent, quand on a parlé des boucles de régulation. C'est un cas où on va travailler avec une vanne 2 voies en injection sur ce bypass, sur ce circuit. En fait, on va refaire ce que l'on fait généralement avec une vanne 3 voies qui va travailler en mélange. Vous savez, dans notre métier, quand on veut faire un remélange de température, généralement, on utilise une vanne 3 voies. Or, c'est nécessaire dans certains montages. Ici, eh bien, la vanne 3 voies non seulement elle n'est pas nécessaire, mais elle aurait des problèmes de fonctionnement parce qu'on a une pompe primaire ici, vous voyez, qui pousse. Et si je mettais une vanne 3 voies, elle allait recevoir cette pompe primaire, on l'avait décrit au webinaire précédent. Donc, on aurait des problèmes, plus le fait qu'elle serait surdimensionnée par rapport à la vanne 2 voies. Donc, elle va la payer plus cher et elle va fonctionner moins bien si on mettait une vanne 3 voies. Ici, on travaille en vanne 2 voies et on va injecter du débit pour remélanger, là on veut du remélange, pour remélanger avec de l'eau de retour de l'installation, pour faire la bonne température ici. Typiquement, par exemple, ça serait une installation avec du plafond froid où j'ai de l'eau à 7 degrés, mais je ne veux pas évidemment envoyer du 7 degrés dans mes plafonds, parce qu'à ce moment-là, j'ai un risque de condensation sur les plafonds. Donc ici, je vais remélanger pour envoyer de l'eau, mettons, au maximum à 15 degrés sur les plafonds froids. Donc ça, c'est un premier mélange. On l'avait abordé, je ne vais pas m'attarder plus loin sur ce premier circuit. Ce qui m'intéresse ici, c'est le deuxième. Le deuxième circuit, eh bien, c'est un autre cas de figure où je ne souhaite pas avoir de changement de régime de température. Donc, je souhaite bien avoir la même température côté secondaire par rapport à ce qui m'arrive côté primaire. Donc, si j'ai de l'eau à 7 degrés, je veux pouvoir envoyer de l'eau à 7 degrés sur mon secondaire. Ici, je travaille à débit variable. C'est par exemple typiquement un montage que l'on va utiliser quand on fait de la rénovation d'installation où on travaillait avant en débit constant et on souhaite maintenant travailler en débit variable. Vous savez, on utilise de plus en plus le débit variable puisqu'il y a beaucoup d'avantages à ça. Pendant de nombreuses années en France, on a travaillé à débit constant. Je dis en France parce que ce n'est pas le cas de bien d'autres pays en Europe. Mais en France, on a travaillé longtemps avec des vannes 3 voies et du débit constant. Et maintenant, on convertit les installations débit variable parce qu'il y a de nombreux avantages à ça. Et donc là, on a converti, par exemple, l'installation, on a remplacé les vannes 3 voies par des vannes 2 voies, ou alors certains bouchonnent la voie de bypass de la vanne 3 voies pour la transformer en vanne 2 voies. On peut faire ça, il faudra juste faire attention à l'autorité de la vanne, savoir si la vanne est toujours bien dimensionnée, donc il faudra quand même vérifier le dimensionnement des vannes dans ce cas-là. Ici, donc, débit variable, et je souhaite, dans cette installation, que le débit primaire de ce circuit suive en permanence la demande du circuit secondaire. Et bien, pour faire ça, on va faire hydrauliquement ce qu'on appelle un système suiveur. Ici, pour être sûr d'avoir la bonne température qui m'arrive côté secondaire, je veux éviter qu'il y ait un remélange par les retours. Et pour éviter ce remélange, je vais maintenir en permanence un petit débit, toujours dans le même sens, dans le bypass. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais installer un régulateur de pression différentielle. Certains d'entre vous connaissent cette technologie. C'est un système autonome, il n'y a pas de câblage, il n'y a pas de moteur, etc. C'est un système autonome que je vais raccorder ici sur une vanne d'équilibrage dans le bypass. C'est une petite vanne puisque on veut juste un débit minimal de circulation. Eh bien, ce montage-là fait que vous maintenez en permanence un débit minimal de circulation dans le bypass, si bien que si ce débit a tendance à chuter parce que vous êtes en demande plus importante, eh bien à ce moment-là, le régulateur va se réouvrir pour réadmettre du débit. Et à ce moment-là, vous avez toujours le débit primaire qui suit le débit secondaire. On appelle ça un système
suiveur du point de vue hydraulique et ça va se faire automatiquement. Vous avez choisi de transformer en débit variable votre secondaire et le primaire travaillera aussi à débit variable suivant la demande du secondaire. C'est un exemple de montage hydraulique. Ensuite, on a parlé donc des découplages d'installation. Un autre élément que l'on voulait aborder aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir contrôler ces petits débits. Le contrôle des débits de l'installation d'une vanne d'une régulation, elle est caractérisée en fait par deux choses. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle sa caractéristique de régulation et vous avez en fait deux caractéristiques généralement qui sont utilisées, soit une caractéristique linéaire pour les vannes les plus simples du marché, caractéristique linéaire, soit une caractéristique dite égale pourcentage, donc c'est cette forme-là. Et quand vous voulez faire du débit variable modulant, eh bien dans vos cahiers des charges, il faudra indiquer vannes à caractéristiques égales pourcentage, puisqu'en fait, c'est avec ces vannes-là que vous allez pouvoir linéariser le système. Je n'ai pas le temps ici de détailler ce point-là. On en avait parlé au webinaire précédent et on peut y revenir bien sûr. Mais voilà, c'est la caractéristique qu'il faudra demander. Mais là, on est en train de parler du contrôle des petits débits. Et la deuxième caractéristique auquel il faudra faire attention, c'est ce qu'on appelle la rangeabilité de la vanne. La rangeabilité de la vanne, c'est quelque chose de relativement simple. C'est la capacité de la vanne à venir contrôler les tout petits débits, les faibles débits. Donc, jusqu'à quel point la vanne garde le contrôle. Et cette rangeabilité, eh bien, elle est définie par les fabricants. Vous devez normalement la retrouver dans les catalogues techniques des fabricants les plus sérieux. Ils vont vous indiquer une rangeabilité par exemple de 25 ou de 50, de 100 ou de 150, voire au-dessus. Si vous avez une rangeabilité de 25, eh bien, ça veut dire que ici, vous faites 100 divisé par 25, ce qui fait 4, ça fait 4%. Ça veut dire que cette vanne-là est capable de régler son débit, de contrôler son débit jusqu'à 4%. D'accord? Si vous avez une rangeabilité de 50, vous faites 100 divisé par 50, ça fait 2. Eh bien, ça veut dire jusqu'à 2%, elle peut contrôler correctement son débit. En dessous de 2%, le fabricant vous dit, là, j'en sais rien, je ne sais plus rien contrôler du tout. Si vous avez une rangeabilité de 100, mais vous avez compris, 100 divisé par 100, ça fait 1. 1%, je suis capable de régler le débit jusqu'à 1%. Or, ça pourrait paraître ne pas être de grosses différences, 4%, 2%, 1%, enfin, ça paraît de toute façon être des valeurs très faibles. Oui, mais regardez, et alors je suis un petit peu désolé, ce graphe, il est un peu complexe, on va dire, mais ici, vous avez un graphe qui représente quoi? Vous avez les courbes qui représentent la rangeabilité de la vanne. La bleue, par exemple, celle qui est en haut, c'est une rangeabilité de 25. Ensuite, la rouge, rangeabilité de 50. La verte, rangeabilité de 100 et puis 150. Et ensuite, également, cette rangeabilité et mon pouvoir de contrôler dépend aussi de l'autorité de la vanne. L'autorité, de nouveau, je n'ai pas le temps de détailler, mais on va chercher à avoir des autorités autour de 0,5, au-dessus de 0,5, disons entre 0,5, 0,7, 0,8. Voilà, ça fait partie des bonnes autorités. D'ailleurs, vous voyez que le profil ne change plus tellement au-dessus de 0,6, il n'y a plus de grande différence. On n'a aucun intérêt particulier à chercher à avoir une autorité de 1, ce qui est, à part quelques montages hydrauliques très particuliers, autrement impossible à avoir, même sur des vannes dites à pression indépendante. Vous savez, on utilise aujourd'hui beaucoup de vannes PICV, pression indépendante. Certains indiquent dans les catalogues autorité de 1, ce qui est une stupidité, hein, c'est du marketing de bas étage, mais ça n'a aucun sens. Même les vannes à pression indépendante n'ont pas une autorité de 1, mais elles ont une autorité qui vont être autour de 0,6, 0,7. Et ce qui est bon, tout à fait correct pour des vannes de régulation. Eh bien, regardez ici, si vous avez une rangeabilité de 25 pour une autorité, eh bien, vous constatez que vous ne pouvez contrôler que 20% de la puissance. En dessous de 20%, vous perdez le contrôle. Oui, mais 20% de la puissance, c'est 30% du temps de fonctionnement de l'installation. Ça veut dire qu'ici, eh bien, pendant 30% du temps de fonctionnement, bon, vous n'avez plus le contrôle, vous êtes en tout ou rien. Faites votre réglage modulant, oubliez-le, les beaux régulateurs modulants avec le 0,10 volts, etc. Oubliez ça, ça sera du tout ou rien parce que la vanne ne sait pas contrôler ce qu'on lui demande. Ici, si on a des rangeabilités autour de 100, on va chercher des valeurs autour de 100 pour les plus grosses vannes. Pour les petites, on va se permettre probablement de travailler un petit peu plus bas, mais pour les plus grosses, dès qu'on est en centrale de traitement d'air, etc., on ne va jamais descendre en dessous de 100. Et bien, 100, entre 100 et 150. Vous voyez ici, vous avez des rangeabilités, vous avez un contrôle à peu près de 5% de la puissance. Ça veut dire que voilà, vous allez contrôler totalement la puissance jusqu'à une valeur limite
en dessous de 5%, où là, vous allez perdre le contrôle. Voilà l'importance ici de cette caractéristique rangeabilité. Je vais terminer sur un dernier élément qui est le bouclage au niveau de la distribution et la gestion des petits débits au niveau de la distribution. Au niveau de la distribution, en fait, on doit non seulement assurer un débit minimal pour les pompes, pour les chaudières, pour les groupes de froid, etc., mais également assurer de maintenir la tuyauterie en température. Et on a des déperditions sur la tuyauterie. Ici, si vous voyez ces graphes, on a le premier, celui de gauche, concerne le chaud, et celui de droite concernant le froid, avec des tuyauteries qui sont soit isolées, soit pas isolées. Donc en bleu, c'est tuyauterie isolée. Je vais prendre une tuyauterie isolée, qui est quand même normale et qu'il faut avoir. On prend l'exemple d'une tuyauterie en DN32, une longueur de 10 mètres, et on regarde quelle va être la chute de température dans cette tuyauterie pour de l'eau à 80, suivant le débit qui passe dedans. Ici, 2500 litres/heure quand je suis à 100% de débit. C'est le débit assez courant pour un DN32. Et puis, quand je vais varier en débit, puisque je suis à débit variable, si je suis à 50% de puissance, 20% du débit, eh bien, je m'aperçois que ma chute de température sera de l'ordre de 0,2 degrés pour 10 mètres de tuyauterie. Donc, bien que j'ai isolé ma tuyauterie, je vais avoir une chute de température, et ça on le sait. Il va falloir maintenir un débit minimal pour éviter que cette chute de température puisse affecter des batteries ou des échangeurs qui sont toujours en demande alors que d'autres sont fermés de l'installation. Et donc ça, c'est le débit minimal de distribution au niveau de l'installation. Et on va retrouver des valeurs tout à fait similaires dans le domaine du froid. Alors, ce débit minimal, eh bien, on va l'assurer de plusieurs façons. Donc, généralement, en bout de ligne, ici, on va trouver des éléments, alors soit un bypass fixe, soit un bypass dynamique, soit une vanne 3 voies, soit un bypass motorisé. Alors, sans rentrer de nouveau trop dans le détail, on peut regarder, passer en revue. Alors, et ce document que je suis en train de présenter, si vous le souhaitez, on peut vous le faire passer en version PDF. Donc, vous aurez tous les éléments ici que je suis en train de vous présenter. Eh bien, ici, par exemple, premier cas de figure, si je mets un bypass fixe avec une vanne STAD, une vanne d'équilibrage avec un bypass fixe, et on a marqué en vert les avantages et en rouge les inconvénients. L'avantage, c'est un coût plutôt réduit, un réglage facile, on va venir sur la partie réglage, une possibilité de modification. Les inconvénients, c'est que bien sûr, on génère un débit en permanence, un surdébit qu'il n'y a pas forcément lieu d'être, puisque quand je suis à pleine demande, je n'ai pas besoin de ce débit minimal, mais j'aurai quand même un débit de circulation. Et puis, une détérioration de la température de retour. Comment est-ce qu'on va faire le réglage? Ici, on donne quelques points clés pour faire ce réglage. De nouveau, j'insiste un petit peu là-dessus, mais bien sûr, quand on décide d'une technologie, d'un système de fonctionnement, on doit donner tous les outils au metteur au point pour faire son réglage correct d'installation. Si on ne le fait pas, ça veut dire que l'installation ne sera pas réglée et finalement, on n'obtient pas ce qu'on a mis en conception au niveau du cahier des charges. Ici, bien, la vanne de bypass, on va l'ajuster pendant la procédure d'équilibrage. Finalement, on la considère comme un des circuits parmi tant d'autres quand on va faire le réglage, l'équilibrage de l'installation. Pour quel débit on va la régler? En fait, on ne va pas la régler pour le débit minimal que l'on s'était fixé. On pourrait essayer de dire, je vais la régler pour 10% du débit, par exemple, si c'est mon débit minimal que je me suis fixé. En fait, en réalité, je ne vais pas faire ça. Je vais la régler pour un débit inférieur, à peu près 2/3. On pourrait le calculer précisément, mais 2/3, c'est-à-dire que je vais régler un sous-débit. Et je le fais volontairement. Pourquoi? Parce que quand je fais mon réglage d'installation, toute l'installation est en demande. C'est la procédure d'équilibrage. L'installation est en demande. Mais en réalité, le débit minimal, j'en ai besoin quand? J'en ai besoin quand l'installation va se fermer. Et quand elle va se fermer, la pression différentielle va augmenter sur ce circuit et donc va générer plus de débit. Donc, si j'ai réglé 2/3, eh bien, je vais me rapprocher du débit minimal que j'avais considéré. Vous voyez, c'est une façon d'anticiper les choses. Et ensuite, on va vérifier en fermant certaines batteries qu'on a bien ce bon débit. Alors, une autre solution qui est très connue, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une vanne de décharge en bout de ligne, qu'on va associer. Ça, de nouveau, on a une pensée pour le metteur au point, pour sa facilité de réglage. On va lui associer une vanne de réglage ici qui va lui permettre de faire une mesure sur la vanne et de régler correctement la vanne de bypass, ici la vanne de décharge, au bon point de consigne. Donc ici, on va pré-régler la vanne à 3 kPa et ensuite,
on va fermer, après avoir équilibré l'installation, on va fermer certaines batteries et puis on va ajuster le point de consigne de la vanne de décharge jusqu'au moment où on obtient le débit minimal que l'on souhaite avoir dans ce bypass. Donc ici, c'est un coût également réduit, possibilité de modification, un réglage un petit peu plus compliqué, qui est à une précision, on va dire, moyenne, puisqu'on a une vanne qui est un ensemble ressort clapé. Bon, ça a des bonnes précisions, mais on ne peut pas dire que ça soit de la haute précision en termes de réglage de débit. Et puis, autre solution, dans certains cas, on trouve des vannes 3 voies. On va équiper certaines batteries de vannes 3 voies au lieu de vannes 2 voies, si bien que quand la vanne 3 voies se met sur son bypass, eh bien, j'ai toujours une circulation de débit dans le bypass et je vais toujours avoir une circulation de débit au niveau de mon installation. Donc, on utilise assez fréquemment ça. C'est un système plutôt facile, facile à régler. C'est un coût moyen, un réglage facile. On va générer un surdébit à des moments où on n'en a pas besoin. Ça, c'est l'inconvénient. La question qui est souvent posée, c'est est-ce que je dois équilibrer ou pas le bypass de la vanne 3 voies? Eh bien, la réponse est en fait, ça dépend. Ça dépend en réalité de la perte de charge de l'échangeur par rapport à la pression différentielle disponible. Ça, si vous utilisez notre logiciel de calcul, qu'on appelle iSelect, il va vous indiquer, dans certains cas, il va vous dire attention, il faut prévoir une vanne de réglage sur le bypass. Dans d'autres cas, il va vous dire non, non, ce n'est pas la peine. Sur ce circuit-là, il n'y a pas besoin d'équilibrer le bypass de la vanne 3 voies. Donc ça, c'est un autre moyen. Et puis enfin, le moyen le plus sophistiqué, le plus précis que l'on puisse utiliser, c'est le bypass de l'équipé d'une vanne motorisée. Et à ce moment-là, directement, on va mesurer le débit à un endroit de l'installation et on va décider d'ouvrir progressivement ces bypass pour maintenir le débit minimal qui est nécessaire. C'est bien sûr le système le plus précis que l'on puisse avoir. Vous pouvez modifier ces débits si vous le voulez, c'est le plus flexible. Bien sûr, en coût, bien sûr, c'est supérieur à une simple vanne d'équilibrage, plus la motorisation, le câblage, etc. Mais ça sera l'idéal en termes de gestion des débits de l'installation. Également, je l'ai mis parce que c'est intéressant. Dans des cas de figure, on va remplacer le moteur par exemple, une tête thermostatique avec un bulbe à distance qui est en contact avec la tuyauterie. Et finalement, on va décider d'ouvrir cette vanne uniquement si la température de l'eau, par exemple, est en train de descendre en dessous d'une certaine valeur ou d'augmenter au-dessus d'une certaine valeur. Et là, on aura un système automatisé mais simplifié, alors que dans certains cas d'application, on pourra faire ça. Donc voilà les divers possibilités que l'on a au niveau de la distribution. J'arrive au bout du temps, même je crois que j'ai dépassé, j'en suis désolé. En conclusion, voilà, vous avez votre installation et puis vous avez souhaité travailler à débit variable modulant. Et vous le faites parce que ça présente de nombreux avantages. On a une consommation réduite des pompes. Et je dis bien débit variable modulant. Hein, j'insiste là-dessus, je ne parle pas de tout ou rien, mais modulant. On a une consommation réduite des pompes, on a un meilleur rendement des chaudières, des groupes de froid, temps de fonctionnement des moteurs qui est plus faible, diminution des déperditions de la tuyauterie. Donc il y a de nombreux avantages, mais évidemment, on doit gérer les contraintes. Et les contraintes, c'est cette gestion que l'on a vue du débit minimal que l'on doit assurer. Donc, soit des bypass fixes, bypass passifs ou actifs, donc on l'a vu. Attention, compatibilité débit, dimensionnement de ces bypass et de la vanne de bypass. Ensuite, les vannes de régulation, caractéristiques égales, pourcentage, rangeabilité pour pouvoir contrôler les débits. Et puis enfin, l'ajustement correct de ce débit minimal de distribution avec les diverses possibilités et faire le réglage correct de ces bypass d'installation. Donc voilà, désolé un peu rapidement, passer en revue ce sujet-là, mais qui est de haute importance. Et ici, on peut donc passer à des questions, si vous en avez, questions-réponses. Merci bien toujours de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Antoine, merci, je te laisse la main. Oui, entendu. Alors, on a quelques questions, donc j'en ai sélectionné, on va y répondre. Donc, premièrement, donc ça revient au sujet de la diminution des déperditions des bâtiments et du fait qu'on a réduit un peu les débits également. Donc, en chauffage, notamment sur des radiateurs, on travaille souvent avec un différentiel de température de 20 degrés. Est-ce que ce delta T ne devrait pas être reconsidéré? Oui, ben ça,
c'est à la fois une question et une remarque, mais qui est très judicieuse. Je l'ai dit rapidement, ce delta T, il n'a rien de figé. Il n'a rien de figé. On le prend comme base de départ de calcul de l'installation. Alors souvent en France, effectivement, delta T de 20, c'est amusant de voir que suivant les pays d'ailleurs, pour une même installation, hein, même type de bâtiment, même installation, on va voir que dans certains pays, les pays nordiques ont tendance à travailler avec des delta T plus grands, des delta T de 25 ou de 30, et je parle bien à technologie équivalente, hein, à bâtiment ou installation équivalente. Dans d'autres pays, ils vont travailler avec des delta T beaucoup plus faibles, notamment les pays anglo-saxons, les delta T de 10, ce qui conduit à des débits beaucoup plus gros, et vous voyez que les tuyauteries, les vannes sont beaucoup plus grosses. En France, delta T de 20 est un compromis qui semble bien satisfaire, mais pour autant, c'est pas figé, et effectivement, chaque installation devrait avoir son propre delta T. On a eu tendance à les augmenter, et c'est à juste titre. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut à la fois faire chuter la température de départ, et on a intérêt à faire chuter les températures de départ pour des meilleurs rendements, mais c'est difficile de à la fois faire chuter la température de départ et vouloir avoir des grands delta T au-dessus de 20, 25, 30, parce qu'à ce moment-là, vous avez des échangeurs qui commencent à grossir de plus en plus sur vos installations, et donc là, vous devez trouver le bon compromis. Le delta T est une variable. Il n'a rien de figé. Alors par contre, ne pas utiliser le delta T de référence pour les radiateurs, le 75-65, qui ne sert uniquement pour on va dire, les fabricants de radiateurs, les catalogues, pour pouvoir comparer des puissances entre elles. Donc, c'est une norme. Les fabricants de radiateurs nous indiquent les puissances pour du 75-65, pour une ambiance à 20, ce qui nous permet de faire un comparatif entre deux types de radiateurs ou deux marques. Donc ça va. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit calculer nos installations en 75-65. Là, ça fait des delta T de 10, ça ferait des débits 2 fois plus gros. Alors nous, ça nous arrange, hein, fabricant de vannes, ça veut dire des vannes 2 fois plus grosses sur l'installation, mais on n'a aucun intérêt à faire ça. Donc le delta T, effectivement, doit être considéré comme une variable, ça n'a rien de paramètre fixe. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou la remarque. Je pense que oui, on verra l'avis du demandeur. Alors, on a un participant qui nous précise que la Suisse travaille également en régime 50-40 sur les radiateurs, donc avec un delta T de 10. Et merci pour cette remarque. J'ai d'autres questions. Donc, vous avez mentionné la notion d'interactivité hydraulique des pompes. Est-ce que les pompes à vitesse variable solutionnent ce problème? Est-ce qu'elles sont aussi sujettes à cette notion d'interactivité? Alors, les pompes à vitesse variable ont beaucoup d'avantages, et c'est une jolie technologie, une belle évolution. Pompe à vitesse variable, et c'est fait pour dire finalement, je vais pouvoir gérer la hauteur manométrique de l'installation. Alors, on parle bien de vitesse variable et pas de débit variable, hein. Il y a souvent cette confusion. La pompe est à vitesse variable et elle fournit une certaine hauteur manométrique. Et l'avantage des pompes à vitesse variable, c'est qu'elles vont pouvoir stabiliser cette hauteur manométrique, c'est-à-dire que si le réseau a tendance à se fermer, les vannes se ferment, eh bien la hauteur manométrique va être gardée constante, voire même dans certains cas, on va la faire chuter. Bon, on pourrait discuter de cette fonction-là, mais voilà, la pompe à vitesse variable va gérer cette hauteur manométrique, il va la garder constante, et c'est son boulot, on lui demande ça. Par contre, elle va en rien solutionner les problèmes d'interactivité hydraulique. L'interactivité hydraulique, je l'ai décrite précédemment, rapidement, c'est probablement le sujet le plus difficile en hydraulique. C'est simplement de dire, ben voilà, quand j'ai un circuit qui se ferme, eh bien, ça influence le débit de l'autre. Ça influence les pressions de l'autre. Et la pompe, elle, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est au moins stabiliser la pression entre le départ et le retour. Ça, c'est au moins ce qu'on lui demande. Mais par contre, toutes les variations de pression du réseau, et je vous l'ai dit, hein, perte de charge de tuyauterie, quand je suis à plein débit, elles sont à 100%. Quand je suis à 50% de puissance, 20% de débit, elles sont à 4%. Elles ont disparu. Donc, toute cette variation de pression du réseau, cette interactivité, non, ce n'est pas la pompe à vitesse variable. Il va falloir la gérer. Alors, on la gère de différentes façons. Il y a soit les régulateurs de pression différentielle, dans certains cas, soit également faire en sorte de ne pas avoir des pertes de charge communes à plusieurs pompes. Dès que vous avez une perte de charge commune significative, un échangeur à plaques sur lequel sont raccordées plusieurs pompes,
eh bien là, vous avez un risque d'interactivité hydraulique et même avec des pompes à vitesse variable, vous aurez ce risque d'interactivité hydraulique. Donc, il faudra le gérer par la conception du réseau hydraulique. Ça va? Merci Eric. Autre question concernant cette fois les chaudières et les pompes. Existe-t-il des chaudières sans contrainte de débit et de température, permettant ainsi d'éviter le découplage primaire-secondaire et donc d'économiser des pompes primaires? Alors, bon, là, évidemment, il faudra plus s'adresser aux spécialistes de la chaudière. Donc, je ne suis pas partie des spécialistes des chaudières, mais par contre, j'ai pu regarder et puis en discussion avec des fabricants de chaudières. Bon, de façon générale, les chaudières ont tendance à accepter de plus en plus de variations de débit. Et on voit bien d'ailleurs que des découplages hydrauliques disparaissent dans nos installations, la fameuse bouteille casse-pression. Et il n'y a rien à redire à ça, hein, dans la mesure où la chaudière accepte ça. Il n'y a rien à dire à ça. Le débit zéro est quand même toujours très délicat, hein. C'est souvent un débit minimal. Vous avez vu des extraits des catalogues. Vous avez certains fabricants, et là, c'est intimement lié à la contenance en eau de la chaudière et bien sûr la résistance mécanique de l'échangeur. En fait, la contenance en eau, plus vous avez une contenance en eau qui est faible, meilleurs seront les rendements. On peut le dire assez simplement comme ça. Mais aussi, plus vous êtes sensible à ne pas avoir ce débit minimal. Ensuite, des chaudières à condensation en eau qui sont plus importantes vont mieux accepter ces variations de débit, voire un débit nul. Le débit nul est quand même toujours très, très limite. Mais là, c'est vraiment le fabricant de chaudière qui va pouvoir dire oui, ok, j'accepte complètement. Sans les citer, je connais certains ou certaines technologies de chaudière. Et là, on va pouvoir se débarrasser, on va dire, du découplage hydraulique, pourquoi pas, pour cet aspect-là. J'attire quand même votre attention sur le fait que si vous avez plusieurs circuits, d'accord, ce qui est souvent le cas, plusieurs 23 voies, vous savez, qui viennent puiser leur débit sur le primaire, sur la chaudière, attention à cette perte de charge commune parce que de nouveau, vous avez un risque d'interactivité hydraulique. Là, ça veut dire qu'on n'est plus gêné par l'aspect débit minimal de la chaudière puisque le fabricant nous a dit OK, moi ça va, j'accepte zéro, ça me va, je garantis ma chaudière même à zéro. Mais on a quand même des comportements hydrauliques de l'installation, phénomène d'interactivité, il faudra quand même y faire attention. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire en réponse à cette question. Merci beaucoup. Si vous voulez approfondir cette question, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite ou à nous envoyer un mail. Donc, voilà. Je passe à une autre question donc, concernant les vannes de décharge cette fois, donc plutôt la partie finale de ta présentation. Vous avez indiqué qu'une vanne de décharge fonctionne dans une bande proportionnelle. Est-ce que cette valeur est réglable? Oui, non, la réponse est non, elle n'est pas réglable. Par contre, la question est intéressante. Déjà, en termes de sélection de ces vannes de décharge, ça, c'est un point important. Comment est-ce que je la sélectionne? Et notamment, si vous allez installer une vanne de décharge entre le primaire, entre les chaudières, groupes de froid et le reste de l'installation, ça veut dire qu'on a affaire à des grosses vannes de décharge. Donc, il faut les sélectionner correctement pour éviter simplement de les payer trop cher et pour qu'elles fonctionnent correctement. Le sélection de la vanne, comme toute vanne d'une installation, tout ce qui est hydraulique d'ailleurs sur une installation, se sélectionne avec deux paramètres. Le débit qui va passer dans la vanne et la perte de charge, la pression différentielle qui va être appliquée. C'est valable pour tout ce qu'on sélectionne, hein. Si vous voulez sélectionner une pompe, eh bien c'est débit hauteur manométrique, une vanne d'équilibrage, débit perte de charge, une vanne de régulation, débit perte de charge, un tuyau, débit perte de charge, etc. etc. Donc ça c'est valable pour toute l'hydraulique. La vanne de décharge, eh bien débit perte de charge, ça va nous permettre de sélectionner la bonne vanne. Le débit, c'est le point le plus critique, c'est de dire eh bien finalement quel débit il va passer dans ce bypass. Et ce débit, on le détermine comment? Eh bien, on regarde le comportement de la cascade de chaudière ou de groupe de froid. Et en fonction de la puissance, on regarde combien de chaudières vont être enclenchées ou combien de groupes de froid. Et donc ça génère un débit primaire. Ensuite, au niveau secondaire, on va regarder en fonction de la puissance, quelle est la variation de débit correspondante. Et on compare les deux, d'accord, pour une même puissance, et on regarde quel est le point pour lequel je vais avoir le plus gros débit traversant ce bypass. Eh bien, ça va être mon débit pour dimensionner ce bypass. Je ne sais pas si vous
vous m'avez suivi. Mais en gros, c'est la différence de débit que je vais avoir entre ce que je produis d'un côté et ce que je consomme de l'autre. Ben, c'est ce qui va passer dans le bypass et ce qui va me servir à dimensionner le bypass. Et pour la perte de charge et pour revenir à la bande proportionnelle, on ne va pas la changer. Elle est inhérente à la vanne elle-même, aux ressorts et membranes qui composent la vanne. Par contre, ce qu'on va régler, c'est le point de consigne, c'est-à-dire à partir de quel moment cette vanne-là va commencer à s'ouvrir. Et à ce moment-là, le fabricant va vous dire, bon, pour les meilleures vannes, vous allez trouver une bande proportionnelle qui est de l'ordre de 20%. Il va vous dire, bien voilà, quand vous aurez dépassé ce point de consigne de 20%, la vanne sera ouverte complètement. Et ouverte complètement, vous devez être capable de bypasser le débit que vous avez calculé précédemment. J'espère que j'ai été assez clair. Ce n'est pas forcément simple comme question. Oui, merci Eric. C'était une question complexe en effet. Nous pouvons toujours par la suite vous aider à dimensionner les vannes de décharge, donc n'hésitez pas. Nouvelle question, entre un bypass passif, bouteille, ou actif, donc vanne de décharge, quelle est la meilleure solution? Oui, alors de nouveau, c'est un gros sujet de discussion. En fait, il n'y a pas de meilleure solution, mais il y a une solution qui est plus ou moins bien adaptée en fonction de ce que l'on souhaite faire. Il est évident que si on a des chaudières, et on l'a vu, par exemple, j'avais pris un exemple, une chaudière Atlantique qui a accepté 80% uniquement de chute de débit, enfin non, 20% de chute, donc débit minimal 80. En gros, il faut maintenir un débit constant. Et bien à ce moment-là, ou sur des groupes de froid, où on dit, bon, ok, on peut accepter du débit variable, mais finalement, je préfère quand même par sécurité maintenir un débit constant, et bien là, on va mettre un bypass. Alors là, je ne suis pas en train de dire il faut mettre une bouteille ou un ballon, etc. C'est un simple bypass, une simple tuyauterie. Bien sûr, on va faire attention à certaines distances entre les piquages. Mais donc là, il n'y a pas besoin de se compliquer, puisqu'on a une contrainte de dire je veux maintenir un débit constant, relativement constant au niveau de ma production, je vais mettre un bypass simple, sans rien dessus, pas de vanne, etc. Maintenant, si j'accepte un débit variable et je souhaite avoir un débit variable pour optimiser mes rendements et mes groupes de froid, je souhaite les faire travailler jusqu'à 40%, 30% du débit nominal. Alors là, bien sûr, je suis obligé de travailler avec un bypass actif par vanne de décharge, préférentiellement, je vous l'avais dit dans la présentation, avec une vanne motorisée et mesure de débit, c'est bien sûr la meilleure façon de contrôler correctement le débit dans ce bypass. Donc voilà, il n'y a pas de meilleure solution, c'est simplement la solution qui sera adaptée à ce que l'on souhaite faire et des contraintes qui nous sont données par notamment les fabricants ou celui qui veut optimiser le fonctionnement de son installation. Ça va? Très bien. Bon, je pense qu'on a on a répondu à déjà pas mal de questions assez très pertinentes. On en a d'autres. On pourra y répondre par la suite. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On vous enverra un mail de remerciement contenant le lien de rediffusion et nos coordonnées pour nous recontacter. On répondra bien entendu à vos questions par la suite. Et on vous donne rendez-vous donc le 24 septembre pour détailler cette fois les différentes solutions en changeover pour distribuer à la fois du chaud et du froid sur une installation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Antoine, Eric. merci à tous, merci de votre patience, de votre écoute et de votre participation. Comme l'a dit Antoine, on répondra à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu maintenant, on les répondra par écrit ou en vous contactant directement. Un grand merci à tous, à très bientôt. Merci, à bientôt.